Dans un premier temps, il faut noter que la codominance et la dominance incomplète sont des exceptions aux lois de Mendel, c'est-à-dire que les trois lois de Mendel ne sont pas applicables pour la codominance et pour la dominance incomplète. Alors, commençons tout d'abord par la dominance incomplète. Le matériel étudié, ce sont tout simplement les fleurs. Le caractère étudié, c'est la couleur des fleurs. Alors, on a croisé dans un premier temps deux raspures de fleurs, une fleur de couleur rouge et une fleur de couleur blanc. Race pure, bien évidemment, c'est-à-dire que les individus croisés sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils présentent le même allèle, RR pour le rouge et BB pour le blanc. Alors, ce premier croisement nous a donné en F1 des individus qui sont tous de couleur rose, comme vous voyez. Donc, on a obtenu, après croisement des parents, une première génération qui se constitue par des individus qui ont un caractère intermédiaire des deux parents. C'est-à-dire que la couleur rose, elle est intermédiaire entre le rouge et le blanc. Et que les individus qu'on a obtenus sont des hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes, car elles ont le génotype qui se constitue par les deux allèles rouge et blanc, R et B. Donc ça, c'est le résultat du premier croisement. Et c'est ça ce qu'on appelle la dominance incomplète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul caractère qui domine, mais c'est les deux qui dominent, c'est les deux allèles qui s'expriment en même temps, ce qui aboutit à l'apparition d'un nouveau caractère qui est dans notre cas la couleur rose. Donc, vous notez cette notion qui est très importante, c'est que pour le cas de dominance incomplète, il y a apparition de nouveaux caractères intermédiaires entre les deux caractères parentaux. C'est-à-dire qu'il y a apparition d'un nouveau caractère qui se trouve entre les deux caractères des parents. Et vous notez aussi que deux allèles donnent trois phénotypes, le rouge et le blanc et le rose. Par contre, pour le cas de codominance, on a croisé premièrement deux fleurs de race pure de couleur rouge et de couleur blanc. Alors ce croisement nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par des fleurs qui ont les deux couleurs rouge et blanc, comme vous voyez dans l'image. Et donc c'est ça ce qu'on appelle la codominance. C'est-à-dire que les deux allèles R et B s'expriment en même temps, s'expriment à la fois, c'est-à-dire que les individus qu'on a obtenus, il y auront les deux caractères parentaux, le rouge et le blanc, c'est-à-dire qu'ils ont le même taux d'expression. Donc les deux allèles s'expriment sur le même individu en donnant ce phénotype qui contient les deux couleurs, dans notre cas c'est le rouge et blanc. Donc, vous notez que pour la codominance, les deux allèles se figurent en même temps, en donnant des individus qui portent les deux couleurs. Donc, deux allèles dans deux phénotypes. Donc, premier point de différence, c'est que pour la dominance incomplète, on note qu'il y a apparition d'un nouveau caractère qui est intermédiaire entre les caractères des parents. Par contre, la codominance, c'est seulement les deux caractères qui se figurent sur le même individu. Donc, il y a conservation des deux caractères parentaux. C'est-à-dire, il y a conservation des deux caractères des parents. Donc, la dominance incomplète est quand il y a un mélange des deux allèles qui se traduit par un troisième phénotype qui ne rassemble à aucun des deux parents. Donc, les deux phénotypes des parents sont mélangés ensemble dans un nouveau phénotype. Donc, pour la dominance incomplète, deux allèles donnent trois phénotypes. Par contre, la codominance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire coopérer, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est-à-dire que les deux phénotypes des deux parents s'expriment ensemble sans qu'il y ait dominance ou récessivité, et avec proportion de 50%, 50% pour les deux allèles, comme vous voyez. Donc, les deux allèles s'expriment. Donc les deux phénotypes se conservent, donc deux allèles dans deux phénotypes. Et donc il existe dans la nature plusieurs exemples de codominance et de dominance incomplète.
Ici, on a l'exemple du cheval. Alors, dans un premier temps, on a croisé deux chevals de race pure de couleur noire et de couleur blanc. Ce premier croisement nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par des individus qui ont les deux couleurs blanc et noir, comme vous voyez dans l'image. Et c'est ça ce qu'on appelle la codominance, c'est-à-dire que les deux allèles, noir et blanc, s'expriment à la fois, c'est-à-dire qu'ils ont le même taux d'expression, 50%, 50%. Par contre, pour l'exemple du dominance incomplète, comme c'est figuré ici dans l'image, le croisement de deux races pures de cheval de couleur noire et de couleur blanc nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par un nouvel phénotype qui est des individus qui ont le couleur gris. Il existe aussi l'exemple du panda. Un exemple bien clair des fleurs. L'exemple des vaches. Et l'exemple du poulet. Alors, il faut noter une notion très importante, c'est que pour la dominance incomplète et la codominance ont un point commun. C'est-à-dire après croisement des individus de la F1 entre eux, c'est-à-dire après croisement des fleurs roses entre eux et des fleurs qui obtiennent de couleur rouge et de couleur blanc entre eux, on obtient des proportions phénotypiques égaux. Un demi pour le nouveau phénotype qui est le rose et un demi pour le phénotype qui contient à la fois la couleur rouge et la couleur blanc et un quart pour les deux phénotypes parentaux de chacun des deux cas, c'est-à-dire un quart de couleur rouge et blanc dans le cas de codominance et un quart pour le caractère rouge et le caractère blanc dans le cas de dominance incomplète, comme vous voyez dans l'image. J'ai déjà détaillé tout ça. Dans le sang circule un certain nombre de cellules. Nous avons des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Sur les globules rouges se situent des molécules que l'on appelle des agglutinogènes. Ce sont ces molécules qui sont responsables des groupes sanguins. Il existe deux types d'agglutinogènes. La molécule de type A, donc on parlera d'agglutinogène A, et nous allons la représenter par une petite boule bleue. Il y a également la molécule de type B, et cette fois-ci nous la représenterons avec des petites boules jaunes. Mais par contre, il y a 4 groupes sanguins. Le groupe A a des agglutinogènes de type A, représentés par les petites boules bleues. Le groupe B, lui, a des agglutinogènes de type B, représentés ici par les boules jaunes. Les personnes qui sont de groupe AB ont la particularité d'avoir l'agglutinogène de type A et l'agglutinogène de type B. Ils sont donc A et B. Ils ont les deux sur les globules rouges. Et les personnes qui sont de groupe O, elles, n'ont pas d'agglutinogène. Les globules rouges n'ont pas cette molécule à leur surface. Reprenons notre famille que nous avons vue à la précédente vidéo. Martin est de groupe AB. Le papa Bertrand, il est de groupe B. La maman Sylvie, elle est de groupe A. Et Amandine est de groupe O. Personne n'a le même groupe sanguin, mais est-ce normal d'un point de vue génétique? C'est ce que nous allons voir. Reprenons la façon habituelle et plus conventionnelle de représenter les chromosomes. Une paire de chromosomes 9, et prenons ici quelqu'un qui a la version A, l'allèle A, et l'allèle B. La version A, l'allèle A, fabrique l'agglutinogène A. Je vais donc avoir des agglutinogènes A sur mes globules rouges. La version B fabrique l'agglutinogène
l'agglutinogène B, et je vais donc avoir des agglutinogènes B sur mes globules rouges. Donc quand j'ai la version A et la version B, j'ai donc du A et du B, je suis donc de groupe AB. Si j'ai deux versions identiques, exemple l'allèle A et l'allèle A, les deux fabriquent le même agglutinogène, j'ai bien donc des agglutinogènes A sur mes globules rouges. Si maintenant j'ai la version A, l'allèle A et l'allèle O, l'allèle A fabrique l'agglutinogène A, mais l'allèle O, lui, ne fabrique rien. J'ai donc sur mes globules rouges du A, mais comme O c'est rien, je n'ai donc que du A. Donc quand j'ai l'allèle A et l'allèle O, je suis de groupe A, comme cette version-là où j'avais les deux allèles A. Pour rappeler le vocabulaire vu à la dernière vidéo, l'allèle A est donc un allèle dominant, vu qu'il impose l'expression de son caractère. L'allèle O, lui, est donc non dominant, on dit qu'il est récessif, parce qu'il ne s'exprime pas en présence d'un allèle dominant, qui est ici A. Si on a A et B, on est de groupe AB. A s'exprime, B s'exprime. Donc B est aussi un allèle dominant. O est l'allèle récessif, il ne s'exprime pas en présence de l'allèle dominant, et pour que O s'exprime, il faudra donc deux versions O. Voici de représenter les différentes combinaisons possibles. Je rappelle qu'il y a donc trois versions pour le gène groupe sanguin, soit A, soit B, soit O. Pour être de groupe A, soit j'ai deux versions A, soit j'ai une version A et une version O. Pour être de groupe B, soit j'ai deux versions B, ou une version B, une version O. Quand je suis AB, j'ai deux allèles, un A et un B. Et par contre, donc, pour être de groupe O, il me faut donc les deux allèles O. Reprenons notre petite famille et essayons de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi personne n'a le même groupe sanguin? Mon papa Bertrand, il est groupe B. Donc nous venons de le voir, soit il a B et O sur ses chromosomes 9, soit il a 2B. La maman, elle est de groupe A. Donc soit elle a deux versions A, soit elle a une version A et une version O. Or, Amandine, elle est de groupe O. Donc si Amandine est O, elle a donc sur ses chromosomes 9 des versions des allèles O. Mais ces allèles qu'elle a, Amandine, elle les a reçus de son papa et de sa maman. Donc, le papa Bertrand a transmis le chromosome porteur de l'allèle O à Amandine, et la maman a transmis son chromosome porteur de l'allèle O à Amandine. Cela signifie donc que le papa porte l'allèle O et que la maman porte l'allèle O. Donc, cette version ici n'était pas la bonne, et cette version-là n'était pas la bonne non plus. Le papa est BO et la maman est AO. Prenons maintenant Martin, il est de groupe AB. Il ne peut recevoir son B que de son papa, sa maman n'a pas de version B. Et pareil, il a reçu sa version A de sa maman, vu que sa maman n'a pas de version B. Donc le papa a transmis la version B, la maman a transmis la version A, du coup, Martin est AB. Nous avons donc bien expliqué à cette petite famille, et oui, c'est normal, ils sont tous différents, mais c'est aussi ça les allèles et la génétique. Nous ne sommes pas tous identiques, mais pourtant nous recevons bien nos caractères de nos parents. Pour bien comprendre comment tout cela marche. Donc ce tableau, on appelle cela un tableau de croisement. Dans la ligne du haut en bleu, vert, on va mettre les gamètes possibles fabriquées par papa. Et dans la colonne verte, on va mettre les gamètes possibles fabriquées par maman. Papa possède la combinaison génétique AO pour l'allèle ABO, pour le gène ABO, pardon, et plus/- pour le gène Rhésus. Qu'est-ce que peut-il donc se passer? Dans ces spermatozoïdes, il ne va mettre qu'un seul chromosome de chaque paire. Donc il peut mettre soit l'allèle A, soit l'allèle O, mais il ne peut jamais mettre A et O ensemble. Pareil pour la deuxième paire de chromosomes, il ne peut mettre qu'un seul chromosome avec l'allèle Rhésus, ou avec le gène Rhésus, pardon.
Donc, soit il va donner l'allèle positif, soit il va donner l'allèle négatif. Et ainsi de suite. Donc, je peux donner un A avec un plus, mais je peux donner un A avec un moins, ou un O avec un plus, ou un O avec un moins. Je vois que papa peut fabriquer 4 spermatozoïdes différents, avec des informations génétiques différentes. Il en est de même pour maman. Maman, pour le gène ABO, elle va donner dans ses ovules soit le chromosome qui porte l'allèle B, soit le chromosome qui porte l'allèle O. Ces deux chromosomes ne peuvent pas être ensemble puisqu'ils appartiennent à la même paire. Pour le petit chromosome qui porte le gène rhésus, c'est la même chose. Soit je donne plus, soit je donne moins. Et pour compléter, je vois que maman, elle aussi, peut fabriquer 4 types d'ovules différents. B avec plus, B avec moins, O avec plus ou O avec moins. Maintenant, une fois que j'ai les gamètes, je peux créer ce qu'on appelle les fécondations virtuelles. Si ce spermatozoïde-là féconde cet ovule-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, A et B, l'enfant va recevoir AB, il sera de groupe AB. Plus et plus, l'enfant reçoit 2 allèles plus, il sera de rhésus positif. Et je fais la même chose pour la deuxième case. Donc là, je vais recevoir A avec B, plus avec moins. Pour la troisième case, je vais recevoir B avec O, plus avec plus. Et pour la dernière case, O avec B et plus avec moins. Je vais donc avoir 4 enfants. Je continue et sur le même principe, je vais remplir toutes les autres cases. Et je vais voir que j'obtiens en théorie 4 possibilités chez les spermatozoïdes fois 4 possibilités chez l'ovule, 16 enfants différents. Maintenant, je peux voir que parmi les enfants que je possède, il y en a 2 de particuliers. J'ai bien un donneur universel, O négatif, c'est le seul. Et j'ai aussi un receveur universel, AB positif, là aussi c'est le seul. Comme au total j'ai 16 cases, j'ai donc une chance sur 16 d'avoir un enfant donneur universel, une chance sur 16 d'avoir un enfant receveur universel. Si je veux partir sur les mêmes idées, un enfant de groupe B, j'en ai un ici, 2 ici, 3 ici, 4 ici, 4 sur 16. J'ai donc une chance sur 4 d'avoir un enfant de groupe B ou de groupe AB ou de groupe A ou de groupe O. Je peux donc calculer, prévoir les différentes chances d'avoir un enfant ou pas. Ces arbres et ces tableaux, sont très utiles lorsqu'il y a une maladie génétique dans la famille, car on peut calculer le risque relatif qu'un embryon porte ou ne porte pas, par exemple, 2 allèles récessifs. La dernière question de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer le groupe sanguin d'un individu? Bien, on utilise une goutte ou 2 de sang de la personne et on utilise 3 petites fioles. Une fiole dans laquelle il y a des anti-A, une fiole dans laquelle il y a des anti-B et une fiole dans laquelle il y a des anti-D. On place quelques gouttes de sang et du liquide dans lequel il y a des anti-A et on mélange. On place une coupe de gouttes de sang et quelques gouttes de notre fiole qui contient des anti-B et on mélange. Et on fait la même chose avec les anti-D. Donc, si on brasse ici, on mélange avec un petit bâton le sang et le sérum anti-A et il y a agglutination. Quand ça se motonne comme ça là, et ça forme des amas, ça c'est agglutination. S'il y a eu agglutination lorsqu'on a mélangé le sang avec des anti-A, ça veut dire que sur le globule rouge de l'individu, il y a des A. On a mélangé ici le sérum anti-B dans lequel il y a des anti-B avec le sang de la même personne. Il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a pas eu agglutination. Donc, cet individu n'a pas de B sur ses globules rouges. Et ici, on a fait la même chose, le sang de la même personne avec du sérum anti-D. Il y a eu agglutination. Donc, ça veut dire que la personne est du sang positif. Même chose ici. On prend un autre individu. Alors, disons, ça, c'est l'individu 1, l'individu 2, le 3 et le 4. On mélange de son sang avec du sérum anti-A. Il n'y a rien qui arrive. Il n'a pas de A sur ses globules rouges. On mélange de son sang avec du sérum anti-B. Il y a agglutination. Son sang a des B sur les globules rouges. On mélange de son sang avec du sérum anti-D. Il y a eu agglutination. Donc, son sang est positif. À toi d'essayer de déterminer le groupe sanguin de nos 2 derniers individus. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Si tu as déterminé AB positif et O négatif, bravo. Il y a eu agglutination dans les 3 cas. Donc, il y a des A, il y a des B
et il y a des D sur les globules rouges de la personne, il est AB positif. S'il y a eu agglutination dans aucune de nos expériences, bien dans ce cas-là, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, il n'y a pas de D sur les globules rouges, l'individu est. La létalité est l'une des exceptions des lois de Mendel, c'est-à-dire que les lois de Mendel ne sont pas applicables dans le cas de létalité, c'est-à-dire qu'on trouve des résultats différents à celles qui sont prévues par Mendel. On va voir dans ce cours pourquoi et comment la létalité est une exception des lois de Mendel et comment elle influence sur les proportions des lois de Mendel. Alors, dans le départ, il faut connaître à la base qu'est-ce qu'un allèle létal. Alors, un allèle létal, tout simplement, est un allèle morbide qui entraîne la mort. Morbide, c'est-à-dire il rend malade. Cet allèle létal, généralement, il bloque. Cet allèle létal, généralement, il bloque le déroulement métabolique d'une partie du corps qui est indispensable à la vitalité de l'organisme. Soit il bloque l'activité du cœur, soit l'activité du système respiratoire, soit n'importe quelle activité qui est nécessaire à la vitalité de l'organisme. Donc, tous les individus qui portent cet allèle vont mourir. Donc, vous notez que l'allèle létal, tout simplement, il entraîne la mort de l'individu, mais suivant deux cas. Puisque l'allèle létal peut être soit dominante, soit récessive. Dans le cas où il est dominante, s'il est dominante, les individus homozygotes et hétérozygotes ne sont pas vieilliables, c'est-à-dire qu'ils meurent. Tous les individus qui portent l'allèle létal vont mourir automatiquement. Homozygotes et hétérozygotes qui portent l'allèle létal vont mourir. Par contre, le deuxième cas qui est le cas où l'allèle létal est récessif, il va y avoir la mort seulement des homozygotes. C'est-à-dire il va y avoir la mort des individus seulement qui portent le couple létal récessif. Donc on va prendre quelques exemples pour que les choses deviennent claires. Alors l'exemple qu'on va traiter, c'est l'exemple du premier cas de létalité qui a été découvert en 1905 chez les souris. Alors le matériel de travail, bien évidemment, sont les souris. Le caractère qu'on va étudier, c'est la couleur du poil. Et on a deux couleurs, la couleur jaune et la couleur blanc. L'allèle responsable du couleur jaune, elle est notée G. Et l'allèle responsable du couleur blanc, elle est notée petit b. Il faut noter que la couleur jaune est dominante et la couleur blanc, elle est récessive. Alors, dans un premier temps, on a croisé deux parents hétérozygotes de couleur jaune, comme vous voyez dans l'image. Hétérozygote, c'est-à-dire qu'ils portent à la fois les deux allèles de couleurs différentes, allèle jaune et allèle B. C'est pour cela qu'elle est notée dans le génotype G et B. Et puisque c'est le jaune qui est dominante, c'est la couleur jaune qui s'exprime. Et donc, la souris aura le phénotype jaune, comme vous voyez. Donc, ce croisement nous a donné une première génération qui se constitue de 3621 qui sont répartis en deux phénotypes. Le blanc avec 1235 et le jaune avec 2386. Et avec des proportions 1 sur 3 et 2 sur 3. Et voici un exemple de calcul. Comment on a trouvé 1 tiers et 2 tiers. Par une simple règle de 3, on a calculé les différentes proportions 2 sur 3. Donc on remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ces résultats. Car selon Mendel, il faut qu'on obtienne des résultats avec les proportions 3 quarts et 1 quart. 3 sur 4 et 1 sur 4. 3 sur 4 pour le caractère qui est jaune, qui est le dominant, et 1 sur 4 pour le caractère récessif qui est le blanc dans notre cas. Donc, il y a quelque chose qui nous manque ici.
et qui n'est pas clair. Alors pour connaître pourquoi on a obtenu dans les résultats qu'on a trouvé 1, 3 et 2, 3, on va faire une interprétation à l'aide de l'échiquier de gamètes. Alors, premièrement, les individus qu'on a croisés sont des hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils vont donner deux types de gamètes, G pour le jaune et B pour le blanc, avec des proportions 1,5 pour chacun des deux gamètes. Donc, deux gamètes avec des proportions 1,5, 1,5. On fait tout simplement assembler les gamètes pour obtenir le phénotype correspondant et on prend en considération que la couleur jaune domine la couleur blanc. C'est-à-dire, s'il y a assemblage d'un allèle jaune et d'un allèle blanc, comme c'est le cas dans ces deux cases, il y aura expression du couleur jaune puisqu'elle est dominante. Donc ici, on voit clairement pourquoi on a trouvé 2 sur 3 et 1 sur 3, et non pas 3 sur 4 et 1 sur 4. Alors, on a trouvé 2 tiers et 1 tiers, puisqu'il y a une proportion, un quart, qui va être éliminée grâce à la létalité, c'est-à-dire les individus qui portent le phénotype GG, grand G, grand G, vont mourir automatiquement, et on appelle ça la létalité. Et puisque c'est seulement les individus qui portent le génotype homozygote grand G qui vont mourir, on appelle ce cas la létalité récessive. C'est-à-dire, il va y avoir la mort des individus qui portent l'allèle létal homozygote. Et c'est pour cela qu'on note la létalité comme une exception des lois de Mendel. Donc les lois de Mendel ne s'appliquent pas dans le cas de létalité. Pour le deuxième cas de létalité, j'ai déjà dit que si l'allèle létal est dominante, tous les individus homozygotes et hétérozygotes vont mourir. C'est-à-dire tous les individus qui portent l'allèle létal vont mourir automatiquement. Soit ils sont homozygotes, soit ils sont hétérozygotes. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo de létalité dans laquelle je vais traiter ce deuxième cas qui est le cas de létalité dominante, le cas où l'allèle qui entraîne la mort est dominante.